Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop là. Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne après-midi. Alors bougez pas, je fais mes petits réglages, vous me connaissez comme d'habitude, la petite lumière qui va bien. Hop, on se prend dans la gueule. Et j'espère que vous passez une chouette journée sur Bubble, pas sur Bubble, sur d'autres outils, bref, comme vous souhaitez. Et aujourd'hui, c'est la Bubble émission numéro 19. Je vous rappelle qu'on parle de l'actualité de Bubble, des plugins, des templates. Et très souvent, on reçoit un invité. Et cette semaine, normalement, nous allons recevoir encore un invité supplémentaire. Alors, pour le coup, on va faire toujours un point d'actualité. Il y a des choses à dire en ce moment, notamment sur quelques petits changements au niveau de Bubble. Mais vous allez voir, euh, je vais te faire le lien ton commentaire. Qu'est-ce que tu fous là? Mais Julien, tu es en face de la meilleure émission Bubble du monde, tout simplement. Alors après, j'ai envie de te dire, voilà, ça peut être bien de chercher de l'inspi aussi, ça peut être très très cool. Je te donnerai des exemples. Regarde, par exemple, je peux changer directement mes lumières. On peut se mettre en mode relax, energize, tu vois. Je te donnerai mes petites astuces pour être en mode bien. Et je te rassure, ça emmerde tous les gens de mon bureau actuellement. Ça, c'est plutôt parfait. C'est plutôt génial. Un twink ou un twitch? Qu'est-ce que tu veux dire tintouin? Qu'est-ce que c'est un twink? Mhm. Ok, très bien. Ah, un autre compte. Ok, je comprends mieux. Un autre compte Twitch en fait. Ok. Donc ce mois-ci, il y a eu quelques modifications et du coup, on va commencer l'actualité par le très classique. Vous savez, c'est à peu près une fois par mois, la fameuse actualité Bubble. Alors, vous le savez maintenant, tous les mois, en début de mois, en général autour du 1 ou 2, Bubble diffuse une mise à jour de tout son système. Alors, globalement, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours le blabla autour de l'évolution de la team. Donc, c'est bien, c'est qu'ils recrutent. Ils recrutent en ce moment pas mal. Hein. Tous les mois, on a à peu près 2 à 5 recrutements. Là, on a même 6 recrutements. Donc, Sam, Alex, Kayla, 6e, pardon, Yiwen et Fabien. Donc, bienvenue à tous ceux-là. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont en train quand même de muscler pas mal le côté marketing. On voit à peu près pas mal de gens qui ordonnent ça. Avant, c'était beaucoup de l'ingénierie. Et on voit beaucoup, toujours et toujours plus d'ailleurs, des évolutions, notamment sur ce qui ressort. On voit même quelque chose, notamment sur des posts qui sont remontés sur le fait, effectivement, d'un Exciting Web3 compagnie built on Bubble. Beaucoup, beaucoup de Web3 sur du Bubble. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, il y a pas mal de choses. Ce serait cool, je ne sais pas si vous voulez le voir un petit peu, parce que aujourd'hui, niveau plugin, niveau template, il n'y a pas autant de choses qui sortent. Ce serait cool de regarder un peu les apps of the day. On pourrait regarder un petit peu ce qu'il en est, parce qu'effectivement, il y en a qui sortent des fois et peut-être que ça peut être intéressant. Alors attention, hein, il n'y en a pas non plus tout le temps. Hein. Regardez, là, il y a 2 par mois. Là, il y a eu 3 par mois, mais ça peut être assez variable. Ouais, ça va vraiment dépendre de pas mal de choses. On pourrait jeter un coup d'œil. Si vous en avez envie, ça peut être intéressant de savoir un peu les boîtes qui fonctionnent. On pourra parler de Prelo, hein, si vous voulez. Je pense que ça peut être assez intéressant. Mais vous voyez, bon, après, la pop of the day, mais en plus, c'est pas extrêmement intéressant. On devrait le faire un peu, un truc comme ça, mais ouais, je trouve ça pas hyper fou. Après, voilà, c'est toujours un peu le sujet de voir ce qui sort ou pas sur les apps. Et derrière, on va pouvoir vous présenter Robin et vous allez voir que c'est assez intéressant. Deux, trois petites informations aussi. Alors, je vais passer tous les trucs parce que globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un gros cas. Donc, par rapport à l'Ukraine, on va parler rapidement. Je ne vais pas m'étendre sur le côté de la guerre. Voilà, c'est horrible. Ça stresse tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en PLS et je comprends tout à fait pourquoi. Mais ce qui se passe, c'est que Bubble prévient le fait qu'il y aura beaucoup plus de cyberattaques dans les prochains mois. D'ailleurs, ils ont eu des trucs, notamment, donc les premières causes de cyberattaques, c'est le côté phishing. Le phishing, c'est quoi? C'est quand vous recevez un email avec une demande d'information très spécifique, qui est au nom d'une société normalement qui doit vous donner confiance et vous donner des informations cibles comme votre nom, votre prénom, votre email et le mot de passe. Vous avez par exemple une perte de mot de passe ou des trucs comme une nombre de carte bleue, des trucs comme ça. Bref, c'est quelqu'un qui peut se faire passer pour quelque chose de sérieux, même un site. Hein, il peut reproduire un site, carrément un site de banque ou autre, pour vous faire croire justement que c'est quelque chose d'habituel de votre propre site et vous vous inscrivez dessus, ou en tout cas vous confirmez vos accès et vous vous faites avoir parce que ce sont des personnes qui récupèrent derrière l'information. Et donc là, le cyberattaque, c'est un des premiers trucs. Donc Bubble vous incite réellement à faire attention et notamment à mettre le double authentification sur Bubble. Alors,
je vous avoue que, je l'ai pas trop vu la double authentification. Je crois que c'est fait au niveau du compte, vous pouvez regarder dans le détail, mais c'est pas quelque chose qui est tout le temps extrêmement clair. Donc vraiment, faites attention à ça. Si vous avez à la moindre tentative de phishing, vous pouvez revenir un peu sur le côté, vous pouvez envoyer un email au support qui peut revenir en arrière et puis qui peut faire attention. Là pour le coup, voilà, si vous avez le moindre doute, vous pouvez vérifier à travers ça, si vous avez bien été fiché ou pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Il vous donne un petit peu l'intérêt en disant: «Voilà, attention, si vous recevez un mail, actuellement où c'est un peu compliqué, voilà, faites attention». Et effectivement, Arnaud a raison et ça, c'est un point que je trouve intéressant de souligner. C'est que s'il y a bien quelque chose que je pense qu'on verra dans les prochaines années, vu la rapidité pour créer un site et pour même créer des automatisations, c'est le fait que demain, on puisse créer des sites de phishing très facilement en Bubble. Et je pense qu'effectivement, ce serait pas déconnant. Peut-être que Bubble va être le premier réseau de sites de phishing du monde, tu vois, ce serait pas fou en fait, hein, ce serait même très crédible. Mais bref, voilà. En tout cas, il faut savoir que voilà, faites attention aux informations. Ensuite, ils ont dit qu'ils ont passé beaucoup de mois, notamment, enfin beaucoup de temps cette mois-ci pour vérifier, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui résultaient effectivement de la pression due au scale, c'est-à-dire du nombre d'utilisateurs. Et je pense que ça a exposé pas mal de choses. Alors, ils ont eu un truc un peu extraordinaire, c'est que Cloudflare, qui je vous rappelle, qui est un système qui vous permet d'avoir un nom de domaine et tout, et c'est un système qui est automatiquement lié à Bubble, qui vous permet d'activer ça pour aller optimiser la vitesse de votre site. Ce n'est pas qu'un DNS, hein, ça permet de faire pas mal de choses. Bah, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que Cloudflare a automatiquement considéré que Bubble était un site de phishing et l'a rendu inaccessible. Voilà. Donc, en fait, manque de bol, ça s'est passé et ça a mis quelques temps, pendant quelques temps, Bubble down. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce mois-ci, à peu près 4 gros down. Donc attention, hein, des fois on ne s'offusque pas, des fois ça peut tomber un peu n'importe quand, c'est pas forcément leur faute. Certains, des fois, disent: «Oui, c'est la mise à jour ou quoi». Non, pas forcément, il y a aussi d'autres erreurs. Là, pour le coup, c'était un code Cloudflare, donc ils ont réglé ça et ils ont trouvé un système pour éviter, heu, par la suite, effectivement, cet aspect-là. Il y a eu aussi une autre chose, c'était un problème de recurring database outage, c'est-à-dire un problème au niveau de la database. Et apparemment, c'était une upgrade qu'ils ont fait dans la version de Postgre qui a tout cassé. Donc, ça a fait un bug en fait qui cassait tout le truc. Donc, ils ont fait un système pour tout vérifier sur la base de données. Maintenant, c'est quelque chose qui est réglé. Et ils ont mis en place des choses. Alors, après, apparemment, attention, hein, on est sur un truc où là, ça devient un peu technique. Même mon niveau d'anglais va pas suffire, hein, clairement. En gros, ils ont changé certains fonctionnements techniques pour ne plus que ça se reproduise dans le futur. Dernier point, et ça c'était le plus surprenant, il y a eu 2 attaques DDoS. Donc savoir qu'une attaque DDoS, c'est quoi? Alors je vous donne un petit schéma. C'est qu'on va utiliser des ordinateurs zombies pour attaquer une position ou en tout cas un site web avec plein d'ordinateurs en direct, donc des ordinateurs zombies, sans que ça se voit, par exemple, dans le sens où ça peut être votre ordinateur même qui peut être infecté ou des ordinateurs qui ne sont peu attribués, qui vont se connecter à une page en même temps. En gros, je vous montre un peu l'exemple, le schéma. Alors, j'espère de mettre en off. Alors, il y a une vidéo qui est très bien. Qu'est-ce qu'une attaque DDoS? C'est très intéressant. Et en fait, pour vous dire, voilà. Vas-y, montre-moi le schéma, putain. D'accord, c'est juste une pub en fait, je suis dégoûté. Donc en gros, comment ça se passe? C'est que tous les ordinateurs connectés en même temps vont se connecter en même temps sur un site et l'objectif c'est de faire tomber le site en question et Bubble en a été victime. Donc ça les a obligés notamment à faire en sorte que justement ils aient des systèmes qui leur permettent de se protéger de ça. Donc il y a des systèmes comme des load balancers ou quoi pour éviter les surcharges. Et aussi bien sûr quand votre système il ne pèse que sur sur X serveurs, mais qui sont centralisés. Du coup, ça peut être compliqué de récupérer quand il y a des moves un peu complexes. Bien sûr, je ne suis pas assez technicien pour vous donner tout le détail, sachant en tout cas qu'ils ont fait un système pour vraiment improve la performance des pages et surtout éviter de se retrouver dans des attaques DDoS à nouveau. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que ces attaques DDoS, en fait, les 2 fois où elles ont été perpétrées par apparemment la même origine. Et donc, apparemment, ils pensent que c'est quelqu'un ou un groupe qui a été motivé pour faire ça. Ma foi, compliqué. Et apparemment, il y a eu aussi une quatrième erreur, un quatrième problème, le fait que justement, ils ont eu un problème avec leur système de mise à jour qui a fait que de temps en temps, les recherches s'arrêtaient. Ça arrive à certains utilisateurs, c'est-à-dire que vous lancez des queries et parfois, la query s'arrêtait et ne donnait pas les résultats escomptés. Là, c'est pareil, ils ont fait un système pour justement vérifier et éviter que les erreurs se reproduisent à nouveau.
Toutes ces erreurs ont fait que quasiment le mois de février a été consacré à la correction de ces erreurs. Donc il n'y a pas eu trop d'évolution, il n'y a pas eu de modification. D'ailleurs, ils le disent, hein, maintenant on remet tout ce qui a été fait la semaine dernière, à part peut-être les événements comme Immerse ou autres. C'est vraiment que ça. Après, ce qui veut dire aussi que globalement, là, c'est des problématiques de grossissement. C'est-à-dire que plus ça va, plus on se retrouve sur des problématiques qui sont liées à un nombre d'utilisateurs et donc un nombre d'usages qui fait que Bubble devient plus sensible. Et qui dit plus sensible dit aussi plus à risque par rapport à des attaques extérieures. Et donc ça c'est intéressant, ça c'est normal. Ils payent un peu leur infrastructure, hein. Il y a une dette technique qui est en train d'être corrigée, mais qui va mettre forcément beaucoup de temps. Et après, on a des belles évolutions, notamment au niveau du moteur responsive, et ce n'est que le début. Donc c'est assez intéressant et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Autre point, par contre, qui ne spécifie pas trop ici, c'est l'aspect Marketplace Bubble. Donc si vous voulez voir comment ça a été fait, la Marketplace de Bubble a changé. Alors maintenant, c'est beaucoup plus rapide dans le sens où ils ont fait une modification. Alors, je pense qu'ils ont tout simplement arrêté d'essayer de faire un chargement d'enfer. Voilà, hein, ils ont limité à 9 résultats, donc on a 800 résultats. Mais ça va quand même beaucoup plus vite. C'est plus agréable. Le système de recherche est légèrement mieux fait. Voilà, il y a plus de trucs. Number of rating. Voilà, rating. Donc ça, c'est pas mal. Il y a pas mal de choses qui sont assez cool. Oh, je l'avais pas vu, dis donc. Lui, je l'avais pas vu. Mais derrière, voilà, c'est pas toujours très très clair parce que certains prix qui sont sur fond bleu, ça se voit pas trop. Mais dans l'ensemble, alors ça n'a pas changé derrière, hein. C'est toujours pas aligné, c'est toujours pas super beau. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Ah ouais, non, c'est un vieux truc, ça fait un 2017. Ah, update. C'est la bonne question, ça. C'est que je ne retrouve pas toujours, le fait que ces templates, tous les templates aient été mis à jour. Donc attention à ça. Là, je crois que ce n'est pas le cas, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Ouais, non. Non, c'est les vieux designs. C'est les vieux designs, mais bon, ouais, ça reste toujours pratique, hein. Il y a les animates qui sont déjà présents normalement. Ah, ça c'est cool par contre. Ça c'est plutôt cool. Ok. Bon voilà. En tout cas, je regarde ma petite feuille Notion. C'est à peu près ce qu'il fallait savoir dans le fait que niveau Bubble, il y avait des corrections et des évolutions. Ensuite, ok. Yes, c'est bon. Notre rendez-vous de la semaine va venir. Notre rendez-vous tant que personnalité de la semaine va venir. Donc c'est bon à 14h30. Autre point aussi, alors voilà, du coup, c'est du côté d'Auto. On a finalisé la nouvelle formation responsive ainsi que la mise à jour de toutes les anciennes formations. Alors pour vous dire, c'est simple. Jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de vidéos sur la plateforme et c'était ça qui était des fois un petit peu compliqué parce que je trouve que pour se former avec plus de 18 heures de vidéo sur un bootcamp, ça devient très vite très compliqué. Et là, on a trouvé une solution pour justement faire un système entre la slide avec une infobulle. Donc en gros, si vous voulez, je vous montre rapidos. Alors, attention, mon petit écran. Vous allez voir, je suis hyper fier de ce système. Alors, j'ai envie de le montrer à tout le monde parce que justement, ça nous permet d'avoir des formations avec des slides, de l'audio guide, de la vidéo. Et franchement, je trouve que c'est assez intéressant comment ça fonctionne. Donc voilà, je vais vous montrer juste rapidement ça. Alors, je vais vous montrer un truc un peu technique, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Vous voyez mon écran? Vous voyez ici, en fait, désormais, vous avez une petite bulle que vous pouvez déplacer. Hein, ici. Hop. Et en fait, vous l'entendez pas, mais ma voix se lance à chaque fois et à chaque slide. Et à la fin, effectivement, on se retrouve avec une vidéo complète qui résume le tout et qui va montrer la démonstration technique. Ça, c'est disponible déjà pour les nouveaux bootcamps et on va le mettre à disposition de toutes les nouvelles personnes qui vont participer à la formation et même aussi les anciens. Donc ça, vous allez pouvoir tester un nouveau format et justement, vous n'allez plus être lié à tous les anciennes vidéos qui peuvent parfois être longues. Ils ont ajouté le fait que ce soit adapté au nouveau responsive ou pas. Lequel? Tu parles des templates? Parce que tous sont de manière assez personnalisée, donc je pourrais pas te dire exactement, Arnaud. Ah, dans la marketplace? Non, ils l'ont pas précisé. Alors, si alors ça, effectivement, c'est une vraie problématique, mais je pense qu'ils ne devraient pas le faire parce que sinon ils perdraient des gens là-dessus. Donc en fait, effectivement, si vous voulez savoir dans vos sites, par exemple, si, le truc est au nouveau responsive, vous êtes obligé un petit peu de taper responsive et pour vérifier si, l'éditeur le prend à jour. La plupart des cas, c'est pas encore le sujet, hein. Même s'il y a l'update ici, ce n'est pas vraiment le cas. Ouais, là, c'est sur des vieux templates surtout.
Voilà, non, c'est clairement pas le cas. On le voit en quelques secondes, hein. Oh là là, dis donc, ce design, 2017, 2016. Ah ouais! Putain, mais Zero Code était vraiment là, il y a très, très longtemps. Et donc voilà, on voit des vieux, vieux trucs, hein, clairement. Voilà, c'est assez dégueulasse. Et donc effectivement, c'est vraiment, les anciens éditeurs et c'est un peu compliqué, de trouver un petit peu les bons putain, ils ont vraiment commencé par un truc, très longtemps, en fait, hein. Bref. Ouais, c'est un peu compliqué de savoir quels sont les bons templates, quand vous achetez. Est-ce qu'il y a des risques potentiels avec les données qui transitent par les plugins? C'est-à-dire? Shuriken Shuriken Banana, très, très intéressant comme pseudo. Non, alors logiquement, si tu utilises des plugins qui passent par des API avec de l'authentification ou autre, il y a pas de risque. C'est pas un risque lié par rapport à ça. Non, ce qu'il faut savoir que c'est les risques qui étaient exposés par Bubble, c'est pas au niveau des injections SQL ou des problématiques hem, qui arriveraient via, je sais pas moi, via des formulaires ou autres. Non, non, là, on parle vraiment de tentative de phishing, de piquage de compte en quelque sorte. J'ai pas l'impression qu'il y ait, en tout cas, ils en ont pas parlé. C'est ça aussi le truc, c'est que là, pour l'instant, j'ai pas cette information-là et je pense pas qu'ils communiqueraient en ce sens sur le côté, applicatif et ce qui pourrait se passer dedans. Après, moi, ce qui m'inquiète personnellement, alors ça, c'est juste à titre, de comment je vois les évolutions des bubblers, c'est qu'aujourd'hui, les problématiques de sécurité sont trop peu évoquées sur Bubble, tout comme les problématiques d'architecture de base de données. Ce sont des choses qui doivent s'apprendre, qui doivent être. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est des choses qu'on donne dès la première semaine, c'est-à-dire qu'on apprend à utiliser les privacy rules et le debugger. Et aujourd'hui, une privacy est essentielle sur le fonctionnement des outils, sur le fonctionnement de Bubble, parce que vous ne pouvez plus le faire à la fin. Ça devient un non-sens absolu et il y a une expertise à avoir parce que justement, on se retrouve dans le cas où aujourd'hui, une application, et croyez-moi, on l'a fait parfois, un trou de sécurité dans une application, c'est toutes les données accessibles en libre et sans être très technicien, hein. C'est quelque chose qu'on a fait, qu'on peut même, si on se débrouille bien, récupérer et sachez que sur Bubble, par définition, si vous n'avez pas des privacy, même si ça ne s'affiche pas, tout reste disponible quand même. Donc attention, pas de données sensibles dans les option sets, pas de données sensibles dans un chargement de repeating group alors que pour le coup, il ne s'affiche pas. Des privacy sur les utilisateurs, des privacy sur tout ce qui ne doit pas être affiché, les go-to-page ou en tout cas les pages load qui font qu'un go-to-page, si l'utilisateur il n'a pas le bon compte, ça ne fonctionne pas. Il faut mettre des privacy pour empêcher l'affichage. D'accord? C'est très, très, très important. Et donc, pour éviter qu'il y ait un accident sur votre application. Clairement, personne n'empêche que les données d'un plugin Stripe soient envoyées au créateur du plugin. Effectivement, alors, c'est une grosse question. Je pense pas. Le plugin Stripe a été fait par Bubble et je pense que Bubble se tient à la sécurité de son propre truc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que logiquement, je vois pas comment dans le plugin, ils peuvent récupérer des informations. J'avais posé la question à Victor aussi et il m'avait dit que clairement, il n'y avait pas de fuite d'informations puisque c'est comme utiliser une API en fait, hein. Vous mettez des données bidons à l'intérieur et les données ne transitent pas en dehors de ce que le truc est fait pour. On ne peut pas rajouter de code en plus spécifique qui ferait un autre usage que ça. Donc je ne vois pas en quoi il pourrait envoyer par rapport à ça un transfert quelconque. Je pense que le système n'a pas été conçu pour. Après, est-ce que c'est le cas ou pas? Il faut demander à des personnes qui créent des plugins, quoi. Alors, là, ça commence à avoir plein de questions. Yohei, il y a des guides de ton côté ou Benoît pour les BABA des setups de privacy. Alors, regarde du côté de Benoît. Benoît a fait quelque chose, je crois, et en plus, un compte gratuit, enfin, un truc gratuit qui a été assez cool. Moi, de mon côté, j'utilise plus la console.log pour vérifier effectivement ce qui se fait ou qui se fait pas. Après, ouais, je pense que tu devrais regarder tu vas regarder la documentation de Benoît. Après, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra travailler parce qu'il faudrait voir aussi dans les différentes évolutions. Mais les bonnes pratiques, en gros, hein, les bonnes pratiques que je vous dirais de base, c'est quand vous faites des privacy, vous devez vous poser deux questions. Dans les privacy, alors regardez, tout bête, tout bête, tout bête, tout bête. Est-ce que j'ai quelque chose ici à vous montrer? On va regarder une application Bubble. Et on va faire juste une aparté très, 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 très rapide là-dessus, parce que je ne voudrais pas trop perdre de temps. Alors, un plugin man in the middle, alors ça c'est une bonne question, ce serait un faux plugin en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. En vrai, c'est pas le plugin qui est fait dans son intention. Dur à dire. Dur à dire aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il faut faire attention. Est-ce que tous les plugins sont validés par Bubble? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une vérification?
Je sais pas. Enfin, c'est compliqué à dire. Honnêtement, c'est très compliqué à dire. Ce serait une belle tentative. Honnêtement, si vous avez des gens qui ont envie de tenter des trucs, je dis pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Ouais, on va essayer de tenter un truc. Voilà. Alors, je prends un exemple tout bête, hein, volontairement. Alors, regardons quelque chose de tout bête. J'ai une data sale ou annonce, ou appelez-le comme vous voulez, hein, on avait fait un test là-dessus. Attendez, j'essaie de vous répondre en même temps. Ah, c'est pas facile, hein. Vous me demandez des trucs en même temps. Alors, je crois que le code des plugins soit accessible en open source, uniquement si les plugins sont gratuits. Dans ces cas-là, on peut regarder le fork, on peut regarder tout ce qui a été posé dedans et on peut regarder le détail des plugins. Ça, oui, on peut y aller. Tu colles 2 API en même temps, une valide pour cacher le truc et l'autre qui serait pour stocker les infos malicieuses. Ben, en fait, vu la gueule des plugins, je suis pas sûr que tu puisses le faire comme ça. En fait, c'est ça le truc, c'est que je ne pense pas que vous puissiez le faire comme ça, honnêtement. C'est comme si aujourd'hui, dans tes plugins, quand tu as un API collector, quand tu fais un appel, tu ne peux faire qu'un appel. Si tu en fais un deuxième, tu fais un deuxième et il se voit. Il est obligatoirement vu, en fait. C'est ça que je pose comme question. C'est pour ça. Comment tu fais afficher les messages? Oh là 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 là, les gars. Oh, trop de questions, trop de questions. Un par un. Après, attention, je vais manquer de compétences techniques. Je rêve que quelqu'un ait les compétences techniques en code pour pouvoir appliquer ça, mais je vais monter de compétences en sécurité et j'ai peur de vous dire des bêtises. OK? Donc voilà. Après, alors personne n'envoie les numéros de CB, même via Stripe, parce que Stripe, alors je vous rappelle que l'interface de Stripe, à part effectivement piquer les comptes de la personne, sa clé d'identification ou autre, vous ne pourrez rien piquer de plus. Parce que l'interface de Stripe, je vous le rappelle, vous n'y avez pas accès. C'est-à-dire c'est une URL, forcément. Donc une URL est automatiquement encodée du côté de Stripe, en fait. Vous n'y avez pas accès. C'est depuis les conférences sur le SC3 où justement vous n'avez plus accès même à la pop-up parce qu'elle est devenue illégale en Europe. Voilà, c'est un token, effectivement, c'est le token d'accès. Et là, vous aurez accès au compte. Mais vous pourrez récupérer potentiellement les paiements. Ouais, pour récupérer potentiellement les paiements. Mais ça encore, la personne, et non, il faut qu'elle mette sa clé quelque part. Donc, une fois de plus, ouais, j'ai un doute. Honnêtement, j'ai un doute. Faudrait regarder. J'ai pas assez de connaissances. Je vais pas continuer là-dedans parce que je vais me retrouver grillé. Je continue. Donc, pour vous expliquer les privacy rules, quand vous allez créer mais l'iframe, ça se voit aussi avec Bubble, tu peux totalement bloquer les éléments. Donc, l'iframe de base n'est pas accepté sur Bubble. Peut-être en détail, je ne sais pas si ça vaut quelque chose. En tout cas, voilà, le système en soi, je ne pense pas qu'il soit aussi facilement, parce que on l'aurait déjà vu, et je pense que c'est une faille de sécurité beaucoup trop importante pour que ça soit aussi facile, bizarrement. À moins qu'il soit totalement inconscient. Je reviens sur les privacy rules. Vous avez un truc qui s'appelle, quand vous créez une nouvelle donnée, avec la capacité de make this data type private by default. C'est un sujet qui vous permet automatiquement de créer une permission du style uniquement éditable si le créateur est un tel. Je vous montre un exemple. Je vais créer des annonces. Voilà, on va créer une annonce. Je vais créer un élément comme ça. Donc, je crée avec le make this data private by default. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je rajoute un champ ici, un champ de, par exemple, taille de vélo, un champ qui va être number, mettons, dans les privacy, je vais avoir automatiquement un sujet de this annonce creator is current user. C'est très important à comprendre comme sujet. C'est que globalement, de base, vous avez la capacité de rendre tout accessible. Donc là, globalement, vous avez le sujet de à qui a accès et ensuite, donc, les permissions. Donc là, c'est les rôles et ensuite, c'est les permissions. Donc, quand tout le monde y a accès, vous pouvez donner accès de manière spécifique à différents éléments. Je peux donner accès aux fields, c'est-à-dire tous les champs de ma table. Donc, ça peut être là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 champs. Donc, j'ai un champ que j'ai rajouté et j'ai des champs de base. Donc là, si la personne, je coche ici, elle aura accès qu'à la taille. Si je coche tout, elle aura accès à toutes les informations sans avoir besoin d'être connectée. Ensuite, je peux faire un système où je peux lui donner accès à Find This in Search, c'est-à-dire je peux remonter ça dans les duo search, donc la capacité à le voir aussi. La capacité à voir les files attachés, donc là, pour le coup, à des documents qui seraient attachés, donc des files. Et enfin, l'auto-binding. L'auto-binding, c'est la chose la plus sensible finalement, c'est la capacité de pouvoir éditer en direct dans la base de données sans passer par un workflow. Ça, pour le coup, c'est l'intérêt quand vous faites une modification en direct et non pas une création ou une suppression. De l'autre côté, du moment que j'ai mes permissions, je vais pouvoir setter mon rôle. Donc là, le Everyone Else, c'est un rôle qui concerne toutes les personnes de la plateforme, qu'elles soient connectées ou non. Si je veux rajouter des rôles, je vais avoir deux choix. Soit je fonctionne en fonction de la data, c'est-à-dire que je vais fonctionner this annonce, et dans ces cas-là, je vais réfléchir à ce que je vais faire.
Donc, le créateur de cette annonce est le current utilisateur. Donc, si la condition est vraie, à ce moment-là, je donne les permissions. Je peux aussi les inverser. Et quand je les inverse, c'est quand, par exemple, le current user, à ce moment-là, is, et je pourrais mettre une condition comme un admin. Par exemple, is this admin, current user is admin is yes. Là, ça fonctionnerait. Ou alors, effectivement, current is this annonce creator. Dans ce sens-là, ça fonctionne aussi. Pensez bien que l'objectif du rôle, c'est vraiment de définir dans quel cas les permissions vont s'appliquer. Et bien entendu, ce système-là, il fonctionne à la fois sur l'utilisateur, mais à la fois sur votre système. C'est-à-dire qu'en fonction du rôle de votre utilisateur, le système va bloquer les informations qui transitent. C'est-à-dire que globalement, il ne pourra pas récupérer peut-être les champs d'une annonce ou les champs dans une recherche, tout simplement parce que le système, justement, n'est pas prévu pour. Donc, si vous avez un bug au niveau de votre plateforme, parce que très souvent, c'est 90% des problématiques de workflow avec des data manquantes sur des applications qui sont déjà créées, c'est la privacy qui est mal configurée. Donc, pensez-y toujours avant d'aller plus loin. Maintenant, on va passer. C'est bon pour les privacy? On peut passer? Désolé, je faisais un rappel obligatoirement parce que franchement, c'est important et honnêtement, vous imaginez pas à quel point on voit souvent en fait. Et ça, c'est dramatique. En vrai, c'est dramatique parce qu'il y a des trucs qui se passent et voilà, faut faire vraiment attention. On va passer rapidement à la suite, notamment au niveau de la partie des templates parce que justement, j'avais quelque chose à vous dire. Je vais raccourcir aujourd'hui, je fais pas de plugin, mais voilà, on va passer au moins sur la partie visuelle. Alors, avec ce nouveau système de recherche de templates, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, sachez que pas beaucoup de templates. En ce moment, c'est pas la folie. Je vous avouerai que on voit de plus en plus. Je vais nuancer. On voit des templates intéressants, mais beaucoup sont des templates quand même à tendance uniquement visuelle et c'est parfois dommage. Le canal est un cas très intéressant, je vous en avais parlé plusieurs fois. C'est quelqu'un qui fait uniquement des plugins, des templates à destination uniquement des visuels. Alors c'est très, très bien et je pense que finalement, on arrive de plus en plus vers la logique de template, de multi-template, c'est-à-dire soit vous avez un template qui est très visuel et qui vous permet de faire rapidement une interface, mais avec pas de workflow, soit vous avez des templates avec des fonctions bien spécifiques, qui vous apportent une complexité et vous vous concentrez là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des templates qui sont très, très, très remplis sur des plateformes, je les vois pas tant utilisés que ça. On avait fait l'analyse avec Tim un petit peu sur les retours des templates et c'est vrai qu'on n'avait pas vu de trucs qui nous disaient: «OK, c'est comme ça qu'il faut faire les templates». Mais après voilà, vous avez toujours quand même des gens comme, waouh! C'est dingue, le truc de EasyBase, je m'attendais pas à ça. EasyBase, c'est dommage. EasyCode. Alors, EasyCode, pour le coup, ce sont des gens qui font des templates, voilà, qui sont plutôt réputés pour le coup, bah, ils avancent bien et normalement, ils font tout simplement des templates avec du Bubble et apparemment les templates, bah, leur système marche pas très bien, ils ont été back et ils ont pas mal de templates donc là, il y en a 3 qui sont sortis, celui-là, celui-là et celui-là qui étaient pas mal. Alors c'est celui-là que je voulais vous montrer aussi, juste à côté. Alors, je vais reprendre commencer par le premier. EasyBase, c'est un système où là, pour le coup, on est plutôt sur des landing pages de base, plutôt pratique pour le coup, parce que ça va vous donner quelques éléments. Donc là, on commence vraiment je trouve qu'on atteint un gap. Ça y est, on a enfin des trucs qui sont crédibles au niveau interface. On a des trucs où vous n'avez pas besoin de faire 15 000 ans de design, tout simplement parce que les gens progressent là-dessus et surtout, le nouvel éditeur responsive vous permet quand même de faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus joli. On voit que la vitesse, c'est pas la même. Voilà. Donc voilà, on est sur quelque chose où c'est propre. Maintenant, on arrive sur enfin des templates qui sont assez jolis, mais surtout qui sont rapides à faire et pour le coup, alors je regarde un peu, bon le truc coûte 149 de base. Voilà, fully responsive, faudrait voir justement quand on est censé. Octobre 2021, donc oui, la nouvelle mise à jour du responsive a dû être faite sans souci. Et il y a pas mal de sujets, notamment sur des multi-cas. C'est-à-dire que vous avez une landing et vous avez la capacité à aller voir. Alors, j'avais sorti une page, pardon, hein. Vous avez la capacité à en avoir plusieurs. Donc là, vous voyez, je vous montre la page. Et ici, vous avez des pages différentes, About, Service, Team, Contact. Un peu comme du WordPress en fait, hein. Vous avez pas mal de sujets qui sont déjà préfaits. C'est hyper intéressant. Alors, ça s'affiche assez bien. Partie blog. Ah, c'est propre quand même, hein. Là, il y a pas à dire, hein. Je pense qu'on est en train de passer un autre gap et je le dis à chaque fois, mais je trouve alors si ma connexion est un peu lente, c'est ma connexion qui est un peu lente. Alors 2 minutes, je vais rouvrir la porte parce que je pense que mon réseau est en train de canner.
Mais t'as sur ton téléphone? Non. C'est bien. Ouais. Non, c'est pas grave. En fait, je vous explique pourquoi on a moins de réseau que d'habitude. C'est tout simplement parce qu'on a le bootcamp à côté. Et donc, du coup, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué pour le coup avec le réseau. Donc, j'espère que ça va passer. Étonnant, EasyBase n'a même pas d'une URL personnalisée. Bah, attends. Pourquoi ils auraient une URL personnalisée? On est d'accord que EasyCode. Attends, EasyCode, ils ont un site à eux, non? EasyCode. Ouais, c'est bon. Pourquoi ils auraient EasyBase, c'est un truc de landing, donc pourquoi ils auraient leur propre URL? Au contraire, c'est Bubble Apps, tu vois? Donc non, non, je vois pas pourquoi ils auraient un truc, même pas pour eux, hein. Et je suis assez d'accord avec Tim, l'investissement sur les templates, c'est un investissement, c'est vraiment sur la longueur. Donc pour le coup, quand vous voyez des cas où ils ont fait, où 100 000 € qui a été fait, 100 000 $ par exemple par, comment ça s'appelle? Heu, Zero code, on parle quand même sur des années, hein. On avait fait un peu le topo avec Tim, c'était pas si rentable que ça au final. Après, ouais, c'est bien, c'est une fois que c'est lancé, si les gens vous emmerdent pas trop et qu'il y a pas trop de modifications, c'est fait, c'est fait. Mais voilà, faut y aller quand même, hein. Après, ce que j'apprécie, ce sont des templates où ils sont rassemblés. Beaucoup de choses rassemblées dans une page, ça devient propre. Franchement, on va pas se plaindre, il y a des trucs qui sortent et il y a de quoi faire. Après, là, je pense que la lenteur voilà, c'est des trucs quand même des trucs fonctionnels assez cool. Alors, voilà, bon, il y a pas d'image ou quoi, mais c'est plutôt intéressant. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être plateforme de tickets. Donc, bon, là, je vous le cache pas, on commence à voir des choses qui se ressemblent pas mal. Toujours les plans, ils sont un peu à 149. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi et ils ont des trucs qui déconnent un petit peu. Ils ont pas tout qui est extrêmement propre. Alors par contre, je vous le dis, je pense que moi j'ai des problèmes de connexion parce que c'est lent chez moi. Un peu plus lent que la normale, mais je pense que c'est à cause de ma connexion parce qu'on est avec des templates à côté, on a le bootcamp qui se lance à côté, donc on peut un maximum de réseau. Et je vous rappelle qu'on n'est pas en fibre parce qu'à Marseille, c'est des. Je vais rien dire là-dessus. Ça ne doit pas être vulgaire en direct. Voilà, mais sachez qu'en tout cas, ouais, l'image se charge pas super vite. Template d'Easy Ticket, c'est plutôt pas mal. Là, pour le coup, c'est des templates fonctionnels sur le même principe, hein, avec la connexion, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça, je trouvais ça intéressant. Alors, c'est pas fou en termes de design. C'est une question de choix et de couleur. Pour le coup, ce que j'aimais bien, c'était un petit peu la personnalisation des check-in, des check-out et certains sujets comme ça que je trouvais assez intéressants parce que plutôt graphiques. Voilà, plutôt intéressant. Ça avait un truc avec un fond. Ça avait le fond qu'on fait plus depuis à peu près 2012. Mais voilà, je trouvais ça quand même rigolo. Ça a le mérite d'exister. Par contre, effectivement, voilà, je crois pas que ce soit un nouveau responsive. C'est vérifié. Ouais, je suis moins fan complet, je vous avouerai, de tout ça. Voilà, ça valait le coup, ça valait le coup de vous montrer quand même. Ah, Rebounds, je vous le montre en dernier, Rebounds, parce qu'il est vraiment très intéressant. Rebounds aussi, ici. Alors, il faudrait voir ce que c'est, pour le coup, avec un téléphone. Pour vous donner un peu l'exemple, l'objectif, c'est de vous montrer certaines fonctionnalités. Alors, je ne pourrais pas vous le faire, bien entendu, ici. Mais l'objectif, c'est de vous montrer une format mobile qui est très pratique avec justement certaines interactions. Notamment la capacité, alors là, je ne suis pas sur téléphone, mais sachez que ça fonctionne, des interactions au niveau du téléphone. C'est assez cool, des alertes notamment, vibrations, des éléments sharing, des stand push, bon là, il n'y a pas, la capacité à regarder certains trucs au niveau des devices info, des variables storées directement offline et des trucs hyper intéressants n'empêche. Et je trouvais que c'était hyper intéressant à savoir comment ça se débrouillait. Donc, bien entendu, il n'y a pas tout encore parce que je n'ai pas eu tout fait mes tests, mais je trouve ça assez drôle. Je crois que c'est un plugin, il faudrait vérifier.
de vérifier, mais je crois qu'il y a des choses hyper intéressantes, notamment au niveau du truc. En tout cas, j'ai trouvé ça hyper cool et en plus, c'est une application qui est en version pas en version test pour le coup, une vraie application. Donc je pense qu'il y a des choses à aller regarder là-dessus et c'est la première fois que je vois ce genre de template. Aussi, j'ai trouvé un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Rebounce. Alors Rebounce, très, très propre. C'est quoi le principe? Alors là, c'est plus qu'un template, j'ai trouvé que c'était une fonctionnalité. Alors attendez, je vais mettre, je vais réinviter mon invité de la semaine du coup. Alors, très intéressant. Alors je me suis inscrit hier, donc je vais redemander. Alors il y a pas de mot de passe, c'est ça qui est bien, c'est que vous avez un magic link. Donc je fais un send link. Alors la connexion se fait uniquement par ça, hein. Ils m'ont fait le choix d'eux. Et alors Robin, je te mets de côté, je finis la présentation, des templates, de l'actualité. Ça marche. OK. Alors, on va juste revenir sur la partie alors, est-ce que on je m'entends en écho, c'est bizarre? Ouais, je crois que ça passe par rapport à ton casque. Oups, pardon, attention. Ah! Alors, est-ce que j'ai l'accès? Voilà. Je viens de recevoir l'accès, je me log et je reviens ici. Copier le lien et regardez bien ce qui va se passer. Et là où j'ai pas compris, c'est que donc vous avez un espace et vous pouvez rajouter des éléments. Alors là, pour le coup, je me suis dit au début: «Putain, c'est assez bizarre» et en fait, ce qui va se passer, là, je vais pas avoir le temps de vous le faire, mais sachez que si vous rentrez une URL, par exemple, je vous donne un truc tout bête, hein, alors il faut que ce soit une URL qui vous appartienne. Par exemple, je vais diffuser celle-là. On va le tester comme ça. Je vais mettre la preview. Hop, voilà. Si ça vous appartient, vous pouvez le diffuser, donc je suis tiens, je me suis perdu. Voilà, je suis ici, je rentre mon URL. Ça va faire une animation, ça va créer ce qu'ils appellent un rebounce et maintenant vous n'avez plus qu'à ajouter ce code. Oui, ça a récupéré ma page. Donc je vais rajouter ce code ici, hein, je vais rajouter un élément HTML, je vais directement le foutre, comme je peux ici. Voir ce qui se passe. Je suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de faire. Ça vaut le coup quand même de voir. Donc là, j'ai installé mon code. Donc normalement, il est lu par ma page et à partir de là, je vais pouvoir revenir ici. Donc je confirme et quand je clique ici, on va voir si ça marche. Normalement, ce qu'il est censé faire, c'est me donner accès à prendre une screen de mon écran et à pouvoir annoter sur mon écran. Donc je pense qu'il est censé lire mon HTML pour pouvoir y placer des éléments très spécifiques, comme des pins sur ma page sûrement, et me donner accès à faire des rebounds, donc je pense des pins sur ma application. Après, en soi, malheureusement, je suis pas sûr que ça marche des masses là, parce que c'est une version de test, hein, c'est pas je vais le mettre en double, hein, on va voir ce qui se passe. Est-ce que c'est censé marcher en version d'essai aussi? Pareil, je sais pas du tout. Voir ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé le principe dans l'idée assez intéressant. Donc voilà. Alors, si vous connaissez, attends, je regarde un peu la question, Tintouin. J'en profite, si vous connaissez des plugins ou autres pour créer une extension Chrome d'une page Bubble, je suis preneur. Ah bah alors, sachez qu'il y a une formation. Alors, c'est une formation qui n'existe pas encore chez nous. C'est Super Build. Alors, donc, vous avez compris l'idée hein, voilà, de design review, de Rebounce. Alors, c'est extrêmement simple. Je trouve ça très cool et très bien fait. C'est tout mignon, c'est tout propre. Alors, pour le coup, par contre, je ne peux pas vous montrer comment ça fonctionne, mais sachez que je trouve quand même bien fait. Et pour la question de Tintouin, je vais te montrer Super Build. Super Build, et ils sont très très. Alors, moi, j'aime bien le mec, hein, Marco. D'ailleurs, j'aime tellement le mec que je ne connais pas son nom. Il a fait. Alors, il a des Founder e-book. Alors, j'ai pas lu. Putain, le mec a fait des. What? Donc, le mec a trouvé des systèmes pour vendre son livre. Pas tout compris. Mais ok, apparemment, il a fait effectivement à la fois des cours. Alors, le mec a tout changé, je suis désolé, hein, mais à la base, c'était pas du tout comme ça. Il a des leçons vidéo et notamment, il avait un système. Voilà. Alors, je peux plus vous le montrer du coup, mais il y avait deux choses qui sont très intéressantes. Il y a un cours sur le fait de transformer une application Bubble en Chrome Extension. Il faut rajouter quelques lignes de code en fait avec un manifeste. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien effectivement traduire en français.
et faire et traduire en français. Et là, pour le coup, il y a autre chose, c'est ça. Alors là, pour le coup, on est sur un autre niveau, c'est du Web3. Un mec est fort et il y a de plus en plus de trucs comme ça. Il y a le fait de pouvoir. Ah, ok, je vais regarder. Il y a le fait de pouvoir lancer sa propre plateforme Web3. Et donc, je vous explique tout sur la blockchain, le Bitcoin, le Web3, le NFT, le DAO, les core structures, donc très très intéressant. Et effectivement, tout ce que vous allez pouvoir faire là-dessus, il y en a une au chier, hein. Je vous le dis, il y en a au taquet. Par contre, effectivement, alors, bien entendu, alors ça, sachez que j'ai vu ça en permanence, des changements de prix, malheureusement, voilà. Voilà, c'est un peu le délire, mais en tout cas, c'est très très cool dans l'idée. J'ai l'impression quand même, il a trouvé son, voilà, c'est Matteo Mosca. Mosca. Très très cool. Après, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y a. En fait, c'est pas extrêmement compliqué de faire du Web3 avec Bubble, hein. Sachez que c'est pas dingue, 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 parce que justement, il y a tout un plugin MetaMask qui vous permet de le faire assez rapidement si vous utilisez un wallet. Par contre, de comprendre les grandes logiques, c'est super intéressant. Je reviens là-dessus dans course, mais View All Course, tu l'as vu où le View All Course, Tatouin? Parce que moi, je. Là? Ok, ok, merci. Ah ouais, peut-être là. 17h. Ah ouais, quand même. Ouais, d'accord. Putain, le mec a monté ses prix de dingue. Il a also made quoi? Pardon, mais putain, il y en a de partout, hein. Oh putain, c'est cool. Ah là, c'est ça qu'on cherchait, les gars. C'est ça qu'on cherchait. Merci. Bah voilà, je suis arrivé comme toi. Merci à toi d'avoir tout mis. Donc, widget, widget, widget with bubble. Yes, ça c'est cool. Video-based social commerce with no code. HTML5, donc 6. Alors, vous voyez, c'est ça qui est chiant, c'est que des fois, c'est du step by step, donc c'est que de l'écrit, des fois, c'est des vidéos de leçons. OpenAI, ça aussi. Ça, je l'avais fait en démo. Enfin, voilà, il y a un peu tout. Bubble plugin, Team. J'aurais dû te faire ça. J'aurais peut-être préféré celui-là, en fait. Mais pour Chase, 51 balles. Franchement, ça va, hein, ça le fait. Après, il y a quoi dedans? C'est toujours ça la question, en fait. Mais je trouve ça cool. En tout cas, voilà. Sachez que je trouve ça assez cool dans l'idée. Bon, par contre, là, le site est pas fou. Pas fou, fou. Voilà, pas fou, fou. Mais c'est cool. Ouais, ben, tu kiffes plus, ben, on pourra checker ça. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, ouais, franchement, à checker. En tout cas, voilà, super intéressant. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous voulez maximiser. C'est quelque chose, par contre, on arrive vers ça, hein. De toute façon, là, on est en train de se replier pour juste avancer un peu plus. Mais c'est l'objectif à terme, c'est de repartir dans un max de vidéos. Voilà. C'est bon, j'ai fini. Zéro step by step lesson, ça c'est drôle. C'est bon, j'ai fini. Robin, c'est à toi. Enfin, on va pouvoir parler de l'invité de la semaine. Alors, ne bouge pas, je lance le petit jingle. Tu te doutes bien qu'on a équipé le truc. Hello, Salut, hello. tu nous entends? Ouais, super, et Tu toi? es tout flou. Tu es tout flou. Ah mince. C'est la co, peut-être. Ouais, c'est peut-être la co, ouais. Voilà, là, ça va un peu mieux. Je vais te mettre comme ça. Toi, tu es moins fou, hein, d'un peu plus loin. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va? Merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir. Écoute, bah, de toute façon, c'était quelque chose où je voulais faire depuis un moment parce que je t'avouerai que je cite ton projet dans à peu près chacune des présentations comme, justement les sorties heureuses, de, des bootcamps. Avant de te présenter, juste, alors pour rentrer dans le détail dans ton histoire, juste rapidement, aujourd'hui, Robin, c'est le fondateur d'Andineo. Est-ce que tu peux nous dire en 2 phrases, qu'est-ce que c'est Andineo? Alors, Andineo, c'est un parcours d'accompagnement pour les entreprises qui leur permet de transformer leur milieu de travail pour le rendre plus inclusif envers les personnes en situation de handicap. OK. Par rapport à ça, juste un truc, c'est un site totalement fait en Bubble. Aujourd'hui, vous êtes combien à peu près? Ça existe depuis combien de temps et aujourd'hui, vous êtes combien à peu près? Du coup, je me suis lancé sur le projet sur mon projet Andineo en septembre 2020.
J'ai commencé du coup à coder la plateforme en février 2021. Ouais. Et aujourd'hui, moi je suis seul fondateur, mais je travaille avec quelques freelances qui accompagnent les clients et avec qui on fait des opérations. Voilà, enfin j'ai des freelances en marketing et en tout ce qui est accompagnement client pour faire le conseil aux entreprises. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste à l'intérieur? Alors, je pense que tu pourras peut-être nous faire une démo en speed après, mais la question, c'est aujourd'hui, en quoi ça consiste dans le sujet? En fait, tu as un back office qui fait de l'analyse. Ouais. Alors en fait, le lien avec l'application, c'est qu'aujourd'hui, quand on accompagne une entreprise dans sa transformation, elle a besoin de structurer son projet. Et donc du coup, on fait tout ça sur Bubble. Donc on est concrètement un outil de gestion de projet et de suivi des objectifs sur Bubble. OK. Et donc ça, en lien avec le handicap. C'est ça, tout est en lien avec le handicap. Donc là, tu vois, si tu vas dans notre plateforme, juste là, à gauche. Attends, la plateforme? Ouais. Donc en fait, si tu veux, nous, on a fait une méthodologie en 9 thématiques, Ouais. et celle que tu vois ici. Donc en fait, on Ouais, permet ouais. à l'entreprise de se structurer, de progresser sur 9 thématiques. Et du coup, en fait, ouais, la suite est en dessous. En gros, OK. euh, En gros, chaque entreprise peut choisir une thématique, s'évaluer en répondant à des questions, et nous derrière, on va lui construire les actions qu'elle doit mettre en place. Donc en fait, on est sur de la stratégie d'entreprise. OK, et donc c'est à destination finalement, des équipes de gestion de projet derrière qui vont aider à mettre ça en place à partir de cette analyse, en fait? C'est ça. Donc en C'est gros, un moyen d'entrée? c'est un moyen d'entrée sur le sujet. En fait, si tu veux, tu as les équipes RH et les dirigeants qui souhaitent Ah, c'est passer à bien. l'action et rendre le milieu de travail plus inclusif, mais ils savent pas par où commencer. Et donc l'outil permet de le faire. Ça fait un état des lieux, en fait, si tu veux. OK, et donc tu as fait aussi tout l'aspect, site, donc tu as fait l'aspect site et plateforme sur Bubble? Je regarde un petit peu en détail, c'est tout du Bubble. Ouais, Très c'est tout intéressant. du Bubble. OK. Si on revient un petit peu plus sur la partie, je dirais, ton histoire, donc d'où tu viens un peu, raconte-nous un peu ton histoire. Je crois tu as quel âge à peu près? À peu près? Ah bah, tu peux le dire même précisément, mais tu sais, moi je dis à peu Je près vais parce que avoir, vas-y? je vais avoir 26 ans là bientôt. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis à peu près, à ton âge, tu peux dire 26 ans. Moi, au-dessus de 30, je dis à peu près au-dessus de 30. Voilà, comme ça, je grille pas les chances de me dire je suis pas, j'ai passé la trentaine. Je le vis assez mal. Ok, 26 ans, donc ça veut dire globalement, t'étais, voilà. Ouais, détaille-nous peut-être un petit peu tout le sujet parce qu'il y a deux, trois trucs sur lesquels je voudrais revenir sur ton LinkedIn qui sont très intéressants. Mais raconte-nous un peu toi, ton histoire, comment en fait t'en es venu en idéo, quelles ont été tes expériences précédentes. Donc en gros, si tu veux, moi j'ai fait une école d'ingé un peu en me disant, bah voilà, j'aime bien la tech, j'aime bien les sujets scientifiques. Donc j'ai fait une école d'ingé. Et pendant mon école, je me suis dit, peut-être que j'ai envie de faire plus que de l'ingénierie, j'ai envie que mon métier touche à plus de choses, d'être plus polyvalent aussi dans ce que je fais. Et je savais qu'en faisant des métiers d'ingénieur traditionnels, j'allais être concentré à me spécialiser dans un domaine, peut-être dans du code, peut-être dans, je sais pas, la chimie, dans la mécanique, etc. Et j'allais devenir un expert du sujet et j'avais envie de faire plus que ça. Donc, du coup, je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est une voie où on est vraiment polyvalent dans ce qu'on fait. Et d'un autre côté, je retrouvais pas aussi l'impact environnemental et social. Et je me suis dit, ça serait bien de mettre le social au cœur de mon projet. Et donc, du coup, ça a donné le croisement entre l'entrepreneuriat, la tech et le social. OK. Donc ouais, tu as un back office donc un peu d'ingé. Je t'avouerai qu'il y a 2 choses, donc c'était en quelle année à peu près ça? Du coup, j'ai été diplômé en 2020. J'ai commencé à entreprendre avant d'être diplômé. D'accord. Et après, j'ai commencé sur quelques autres projets qui n'ont pas forcément fonctionné. C'était des projets tech. Et quelques mois après, en fait, comme j'étais accompagné par des incubateurs et d'autres entrepreneurs, le projet a pris un tournant en septembre Parce 2020. que quand je regarde, effectivement, je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que tu avais recherche analyse de trajectoire optimale pour drone et développeur de jeux de stratégie avec de l'intelligence artificielle. Ouais, 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 derrière, j'ai un passé plutôt très tech, hein, scientifique. D'accord.
Mais tech code, du coup? Code, ouais. Ah ouais, intéressant. D'accord. Ok. Et ensuite, effectivement, tu es passé, effectivement, tu as eu un développeur d'application web, donc à Londres. J'ai Co- fait un stage à Londres aussi, ouais. Codage d'un back-office sur Là, Angular. c'était du Angular, donc du coup, c'était vraiment du front, hein. Et ensuite, tu es devenu entrepreneur étudiant à Pépite. Du coup, tu as fait du code très jeune. Et ensuite, tu es passé à School Lab, Station F. Et à ce moment-là, on sent la bascule à partir de 2020 pour le côté à impact, dans les incubateurs en tout cas. Parce que tu es passé de School Lab beaucoup plus à Entrepreneur for Good, Entrepreneur Social. Donc, tu étais à l'incubateur 21, la Croix-Rouge. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, donc, on va Qui dire m'accompagne que. toujours d'ailleurs, ça fait un moment maintenant. Ouais. Vas-y, vas-y. Et non, parce que tu as eu un petit lag, donc je t'entendais plus. Donc finalement, c'est l'incubateur qui t'accompagne et qui t'accompagne toujours. Aujourd'hui, finalement, aujourd'hui, l'incubateur par rapport à ton produit, qu'est-ce qui t'apporte? Il t'aide finalement à trouver du réseau. En quoi un incubateur t'aide aujourd'hui avec un produit que tu as déjà fait? Bah, parce que le produit, c'est 10% du travail. Quand tu lances une boîte, derrière, tu as le marketing, les recrutements que tu vas faire. Il y a quoi d'autre? Bah, il y a le légal, le juridique, euh, le côté aussi innovation, parce que j'ai pivoté je ne sais combien de fois pendant le projet. Voilà, ça c'est intéressant, c'est le point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'aujourd'hui finalement, donc on est d'accord que en février, donc tu as fait un bootcamp. Ensuite, Mm. quelques mois plus tard, tu as pu lancer ton service. Par rapport au lancement et l'idée que tu as vu pendant le bootcamp, tu as pivoté ou pas? Alors, si tu veux, l'idée de la plateforme, je l'ai eue avant le bootcamp. Et j'étais à Mhm. ce moment-là incubé du coup à l'accélérateur social de la Croix-Rouge. Et c'est avec eux qu'on avait cadré le projet de faire une plateforme. Et on s'était dit que c'était un bon moyen du coup de mettre cette plateforme, de créer cette plateforme en faisant, en me formant en fait. Donc j'avais déjà l'idée de la plateforme pendant le bootcamp. D'accord. Et du coup, après, tu n'as pas pivoté, donc tu es resté vraiment dans cet axe-là. Ouais, j'ai fait beaucoup de pivots avant. Ok, Après, c'était surtout avant. il y a des pivots, ce qu'on appelle un pivot, c'est vraiment un changement radical d'angle d'attaque dans ton projet. J'en ai fait avant par rapport à la plateforme, mais il y en a d'autres qui sont qui se font hein, tous les mois au niveau stratégie business. Ok, oui, oui. Oui, donc, pour le coup, ils ne toucheront pas au produit. Donc finalement, par rapport à ton système, aujourd'hui, tu es le seul à développer dessus ou il y en a d'autres? Pour l'instant, je suis seul, mais du coup, je vais être rejoint pour accélérer le développement. Ok. Et aujourd'hui, en termes de besoins, donc, ça, je t'ai déjà posé la question la dernière fois. Ce qui est intéressant, c'est juste à titre de comparaison entre un développement classique, qu'est-ce que tu as fait en Bubble, déjà à peu près le coût que tu avais fait estimer ou qu'on t'a dit par rapport au coût de ta plateforme, à peu près combien? De base, les idées que j'avais, un équivalent en code, ça aurait été autour de 30 ou 40 000 euros. Ouais, donc, sacré prix en plus juste pour le premier, c'est-à-dire juste la création et pas, même pas les itérations. Et toi, ça t'a pris combien d'argent à peu près là de faire juste la plateforme en no-code? En Bubble, du coup? Du coup, bah, l'abonnement Bubble, plus le bootcamp d'auto, et puis quand même un bon nombre d'heures de Oui, développement ça derrière, beaucoup. quoi. Ça, c'est autre chose, mais ça, de toute façon, forcément. Ok, donc à peu près autour des 1500 euros, finalement, 1500 à 2000 euros pour avoir son produit qui serait coté entre 30 et 40 000 euros. Donc c'est Mais au quand même très final, intéressant. j'ai mis énormément de temps, hein, si je compte mes heures, mais c'était pas forcément une perte de temps. Parce que c'était en même temps de l'apprentissage pour moi, plus le fait de pouvoir itérer sur ce que je fais moi-même. Et ça n'a pas de prix, parce que quand tu itères avec une agence externe, c'est vraiment cher. Et tout ce que tu fais, t'es pas sûr. En fait, comment ça marche une agence? C'est tu lui envoies un cahier des charges, elle réalise. Euh, si j'avais dû faire ça un certain nombre de fois, je me serais ruiné. C'est ça, en fait, c'est ce que j'appelle les coûts cachés. Donc, j'ai beaucoup travaillé en agence et ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les prix que vous allez payer, c'est pas les prix où vous allez payer, c'est bon, c'est fini, vous avez tout et c'est nickel, on se tape dans la main et c'est très cool. Non, ce que vous allez payer la première fois, c'est le premier lancement.
Ensuite, vous allez payer les itérations, certains correctifs potentiellement, etc. Il faut savoir qu'une agence a un business model qui est basé sur le nombre. Et donc, ça peut très vite coûter de plus en plus cher parce que justement, il y a un vrai problème de fond, c'est qu'il y a des coûts à assumer et des coûts avec chacune des personnes qui sont chez vous. Et bien entendu, une fois que vous avez payé, vous n'êtes plus prioritaire. Donc, on ne paye pas qu'une fois, on paye plein de fois. Et tout ça fait qu'à la fin, bah, très souvent, il y a des gens qui sont dépendants des agences, dépendants des développeurs et qui, à la fin, ça leur coûte extrêmement cher. Toi, aujourd'hui, par rapport à ta situation vis-à-vis d'Andino, j'ai l'impression qu'on redit la même chose qu'on a dit il y a 2 jours, tu sais, un peu hier soir. Mais c'est un peu le cas, c'est pas grave, parce qu'on était dans une conférence justement à 21 et Robin est intervenu aussi pour présenter son produit à d'autres entrepreneurs qui justement sont dans la même situation que toi finalement. C'est exactement les mêmes enjeux. Ouais. Euh, Aujourd'hui, toi, est-ce que tu souhaites repasser en code? Non, je pense pas que ça arrivera de sitôt. À la limite, pourquoi pas mixer Bubble et du code dans Bubble pour des développements, certaines pages vraiment dont le visuel va être plutôt très travaillé. C'est déjà le cas d'ailleurs, parce que le petit graphique que tu vois avec les petits camemberts là, Ouais, ça c'est une partie qui est custom. Enfin, j'avais repris grâce à un démenteur d'auto, j'avais repris un plugin qui existait déjà et on l'avait ouais, personnalisé. Du coup, bah fallait faire du code hein, ouais, dans le forcément. plugin. Mais sinon, je pense pas que je passerai totalement en code parce que c'est beaucoup trop lourd à maintenir à jour quand on est une petite équipe et qu'on n'a pas trop de budget, quoi. Ok. C'est quoi tes ambitions par rapport à Andineo dans le temps? Là, je pense, du coup, cette année, c'est vraiment de stabiliser la startup. En gros, si tu veux, pendant 2 ans, j'ai un peu vadrouillé à droite à gauche sur mes idées, à capter plein d'informations, faire vraiment de grosses études de marché. Quand on dit études de marché, c'est vraiment discuter avec plein d'acteurs, quoi. J'ai eu 10 000 idées que j'ai testées. Et maintenant que j'ai testé mes 10 000 idées, il faut que je structure tout ce que je veux faire cette année et que je commence à m'entourer et à gagner en moyens aussi pour faire grandir la boîte. Donc par exemple, je vais être rejoint par des stagiaires en avril et j'ai commencé à lancer et je co-construis des programmes d'accompagnement pour les entreprises avec d'autres partenaires Cool. qui seront peut-être amenés du coup à travailler plus étroitement avec moi par la suite. Et moi-même, je pourrais recruter pour internaliser les compétences, etc. Donc, tu as un business de plateforme, mais aussi de service derrière, Ouais. surtout. Ouais. En fait, sur mon offre, tu as l'accompagnement des entreprises qui est guidé par la plateforme, mais derrière, il y a tout un service de conseil aux entreprises, voire même d'accompagnement collectif, inter-entreprise. Enfin, on est en train de développer plein de choses. Ok, cool. Avant de passer les questions sur Bubble qui vont vraiment être spécifiques à ton talent en tant que bubbler, genre comment tu as connu Bubble ou qu'est-ce que tu trouves le plus dur là-dessus, j'avais une question parce que tu nous as glissé une information sur le Discord et on voulait enfin savoir le fin mot de l'histoire du plus gros, de la plus gros de. C'est quoi, c'est 6 mois que tu as vendu, c'est 1 an que tu as vendu? Ouais, 1 an. Et raconte-nous, faut que je veux en savoir plus. Ouais. Bon, en gros, je pourrais pas aller dans le détail parce que c'est un Pas de projet qui est souci. en cours. Mais en gros, euh, on a vendu un programme d'accompagnement à un acteur qui va leur permettre d'accompagner un certain nombre d'entreprises à la fois sur leur politique d'inclusion du handicap. Et du coup, de ce fait, ben, du coup, ce programme-là va leur permettre d'accéder tous à la plateforme pour structurer leur stratégie. Et du coup, ben, dans la part du contrat qui est dédiée à ce programme, il y a une part qui est dédiée à la plateforme pour un certain nombre d'utilisateurs. Et voilà, ça représente un certain montant Est-ce qu'on que peut j'avais faire une précisé. fourchette? Ouais, bah oui. En gros, l'accès à la plateforme pour les. En gros, j'avais sous-estimé le nombre de connexions qu'il y aura, mais ce sera pas énorme. En gros, pour une trentaine d'utilisateurs, on va être autour de 50 000 € l'année. Bah, quand tu payer tous les mois ou payer en cash, une fois? Hein? Attends, je t'ai pas Payer tous reçu. les mois? Enfin, payer, en 6 tranches de X ou pour le coup payer, en une fois? Du coup, la stratégie, là, c'était de présenter vraiment l'accompagnement sur un format d'1 an. Du coup, bah, c'est un abonnement à l'année. OK, donc là, payer direct, 50 000 € en cash quoi, enfin en cash. Tu as compris? Ouais, c'est du coup, au début du programme.
Ouais, donc ça te permet quand même de enfin, tu sais, quand tu commences, ce genre de chiffre d'affaires, ça permet quand même d'avancer beaucoup plus rapidement, en tout cas de faciliter les avancées sur ta croissance, quoi. Ouais, bah carrément. Ça permet de se projeter et de se dire, bah, à telle date, je pourrais investir tant et voire même lever quelques fonds pour aller plus vite et commencer à m'entourer. Ah, mais c'est cool, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Tu t'es senti comment? Putain, moi, je me rappelle les premières fois, j'avais pas gagné autant, hein, mais j'étais content aussi. Ben, déjà, donc mon premier client, c'était en novembre 2021. C'était un petit client. Il a pris un abonnement d'un an pour 3 500 euros. Ah, quand Donc en même, gros, ouais. ouais, ouais, donc déjà, Ah, déjà c'est pas vrai, mal. c'est bien, ouais, effectivement, ouais. Mais en fait, si tu veux, le prix, il n'est pas justifié uniquement par la plateforme. Ce qui fait monter le prix finalement, c'est tout le packaging, tout le pack qui est vendu avec. Donc le côté, Mmh. l'accompagnement humain, le côté, je vais faire briller ta marque aussi, parce que tu vas être affiché à côté d'un acteur qui est inclusif, donc ça, elle est Ouais. vraiment dans la démarche. L'accès à des ressources, l'accès à des formations, enfin, on propose un package qui est quand même assez attirant. Ouais, non, mais je me doute, hein, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que Ouais. ça valide beaucoup de choses dans ton business et ça valide beaucoup de choses dans le fait que tu ailles dans la bonne direction, d'une certaine façon. Mm. Et du coup, si tu veux, cet accompagnement individuel qu'on vendait aux entreprises, là, c'est là où on a fait un pivot, c'est qu'aujourd'hui, on le propose à des collectifs d'entreprises. Ah, pas con. Et c'est ça qui a permis, du coup, d'avoir ce gros contrat, parce que c'est un package et aussi qui va stimuler les entreprises entre elles. Oui. Et on est sur un format d'accompagnement, du coup, qui est différent. On a pivoté. D'accord, donc là, tu Et du rentres coup, ouais, vraiment j'étais très dans content, pour revenir à ta question, j'étais très content. Je suis allé fêter ça le soir même, je me suis mis en off, on est allé au resto, voilà. ouais, tu mis en gueule de bois. Non, mais du coup, OK, très intéressant. Ça veut dire que là, globalement, là, tu t'adresses beaucoup plus à des groupes d'entreprises qui sont capables de globalement faire enfin de s'envoyer des références, donc au côté referral, donc pour obtenir plus de clients parce que c'est des groupements. Ouais, donc il y avait un intérêt pour OK. moi derrière parce que, ben, niveau business, évidemment, ça apporte des contrats en lot. euh, et, euh, et de l'autre côté, pour les entreprises, c'est intéressant parce qu'elles vont s'apporter entre elles des connaissances. Ça va créer du lien sur des sujets où souvent les personnes responsables de ces sujets-là sont très seules. On barre sur des RH qui se Oui. connaissent pas du tout sur le handicap, et quand elles ont à traiter le sujet, elles sont très très seules sur la thématique. Donc ça crée une communauté d'entraidants. OK, bon, super. Bon, Un positif peu à tous comme les tu faisais niveaux. avec les bootcamps, quoi. Ouais, non, mais je vois tout à fait et c'est vrai que c'est un sujet qui est particulier parce que nous, dans le cadre d'organiser de formation, on a dû aussi se renseigner sur le côté, handicap et c'est vrai qu'il y a un sujet où, c'est vrai qu'il y a peu de communautés, il y a peu de questions à part contacter les organismes en question, mais ils sont pas toujours, disponibles ou autres. C'est vrai que c'est très important. Bah, figure-toi qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui nous contactent pour ces Ah, tu sujets-là. m'étonnes, évidemment, c'est très important parce que c'est même une condition demandée. C'est qu'on est obligé d'accepter, effectivement, d'avoir une condition où on accepte les personnes handicapées et selon le niveau, on va dire qu'il faut accepter différentes formes de handicap. Enfin, certaines qu'on peut ne pas accepter parce qu'on n'est pas équipé pour, mais d'autres oui. Et nous, on a que de la formation en ligne. Donc, pour le coup, les handicaps physiques, on n'est pas touché par ça. Par contre, sur du handicap autre, pour le Bah, coup, handicap auditif, là par exemple, tel qu'on se exactement, parle, faudrait prévoir des sous-titres, handicap visuel, faudrait pouvoir. exactement. Enfin voilà, il y a plein Non, mais d'équipements il y à a mettre en plein place. d'enjeux, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, c'est Faut ça. pas être D'ailleurs, discriminant, quoi. très, très intéressant ce que tu as fait aussi sur la partie alors ça, c'est un plugin que je voulais montrer parce qu'il est présent sur ta page. Alors, il est pas full fonctionnel, ce que tu me disais la dernière fois, mais je pense que ça vaut le coup de le montrer. Hem, c'est Userway, me semble-t-il. C'est ça, il apparaît à droite. Donc juste ici, en fait, vous le voyez. Je vais l'ouvrir dessus pour vous montrer en très grand. En fait, c'est un système qui se rajoute et ça fonctionne sur Bubble. Donc tu m'as dit que c'est un plugin qui est directement disponible sur Bubble, me Ouais, c'est semble-t-il? ça. Ouais, 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 super d'un visuel. et vous cliquez là-dessus, vous avez accès à des couleurs. Donc pensez bien que ce n'est pas parce que vous pensez que, tout le monde, enfin que le site est joli, que le site est beau et cetera, que les personnes peuvent distinguer les couleurs, peuvent distinguer les contrastes, pardon, aussi bien que vous et donc pour le coup, ce sont des outils alors bien entendu, parfois ça peut faire péter les éléments, hein, mais bon, à ce stade-là, c'est pas Ça, c'est un très des grave. défauts qui n'a pas été pris en compte dans le plugin qui a été fait. Ouais. Bah, oui, mais des fois, j'ai envie de te dire, des fois, en fait, tu as besoin de te concentrer juste sur l'information et là, le design est, je pense, secondaire, tu sais, il se comporte pas de la même façon. Enfin, je veux dire, c'est comme les jeux qui aujourd'hui Mm, s'adaptent, mm. des fois, ça casse un peu le design, mais je pense que l'important, c'est de pouvoir lire l'information, de ne pas être exclu, de base. En tout C'est cas, ça. voilà, sans en jouant sur la structure HTML et cetera, ça vous permet de maîtriser un peu plus, bon,
bien entendu, pas tout des fois va casser ou pas. Il y a pas de bonne pratique de guide là-dessus, mais ça vous permet rapidement, on va dire, d'afficher les éléments et donc d'afficher les liens. Alors, bien entendu, certaines choses ne vont pas fonctionner correctement parce que, l'ajout des liens, je pense que ça se fixe sur les links, mais du moment que tu as un bouton, ça fonctionne pas. Voilà, donc logiquement, ça fait un peu différent. Arrêt des Oui, oui. animations, mode dyslexie. Alors ça, je ne savais pas. Effectivement, le fait d'avoir une police très particulière peut réduire les risques de dyslexie et en faisant des différences sur les lettres, apparemment. C'est assez dingue. Et une fait de pouvoir agrandir le curseur ou faire un guide de lecture. C'est assez bien fait, hein. J'étais assez surpris jusqu'où on peut aller. Surtout que ça nuit pas, hein. Après, les infobulles. Alors, les infobulles, par contre, ça, je ne l'ai pas vu actif. Ah si, d'accord, en fonction de ce que vous cliquez dessus, je crois que ça lit la bannière. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aligner le texte, saturation, bref. Vous avez pas mal de choses. Waouh! Pas mal de choses quand même qui sont hyper intéressantes. Il y a même la capacité à déplacer le widget. Putain, ils ont vraiment, vraiment pensé à tout. C'est dingue, c'est hyper bien fait. Ah OK, putain, c'est génial. Et Voilà. d'ailleurs, d'ailleurs, le petit truc, d'ailleurs, c'est toi qui dis où tu le mets au début. OK. Putain, moi je l'avais même pas fait gaffe, tu sais, je t'avoue, je l'ai Enfin, ouvert comme c'est... ça et j'ai halluciné de me dire: Mhm. «Putain, mais c'est tellement bien trouvé». Non, mais C'est en fait, c'est évident, moi qui c'est le mets au début à droite, dans le code. Il te demande. ah oui, c'est toi qui le fixes comme ça? Ouais. OK. OK. Attends, j'arrête mon double écran. Maintenant, on va passer, pour le dernier quart d'heure, de cette émission, vraiment sur la partie, j'ai envie de te dire, Bubble. Pour moi, c'est important parce que c'est vrai que, tu sais, on a tous nos ressentis, nos sensibilités et notre partie, comment on se sent sur Bubble. Alors déjà, moi, j'avais une première question qui était évidente, c'est comment toi, tu t'es mis à Bubble? Parce qu'à l'époque, bon, on est en février 2021, donc finalement, tu as fait, allez, notre 3e bootcamp. C'était pas quelque chose, même si certains en ont entendu parler, Bubble, c'était pas non plus extrêmement connu. Aujourd'hui, on commence, je pense que tu le vois autour de toi, ça commence un peu à s'évangéliser. À l'époque, c'était pas énorme. Comment tu as trouvé l'information? Ouais, c'était vraiment pas évident. Il y avait beaucoup de doutes à évincer. J'ai beaucoup fouillé parce que moi-même, du coup, ayant un passé dans le code, euh, Forcément. je connaissais les challenges, du coup, de créer une application web. Et moi, c'était inimaginable si n'étaient pas 3 ou 4 ou 5 pour faire l'application web et la maintenir, c'était pas possible, quoi. Mmh. Il y avait forcément quelque chose à se méfier. Donc j'ai bien cherché. Euh, je savais qu'il y avait une communauté no-code que j'avais connue par contournement. No Code, ouais, le Slack No Code Euh, France. D'ailleurs, allez-y ouais, si, je il crois y a qu'il vraiment une bonne existait base, déjà. quoi. Ouais. Ouais, ouais, je crois qu'il existait déjà, ce Slack. Et en voyant les membres qui le composent et aussi en cherchant. Alors je cherchais justement des. J'avais fait un petit sondage des technos qu'il y avait en no-code. Glide, Bubble, il y avait Doric aussi. Il y avait d'autres moyens de faire des sites. Moi, je voulais vraiment un logiciel applicatif et il ressortait parmi les seuls qui existaient. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment fiable cette histoire? Et j'ai contacté des bubblers que j'ai trouvés soit sur LinkedIn, soit sur Malte, soit sur le No Code France pour avoir leur retour. Et il y en a, ils m'ont dit, go parler à la communauté auto et va voir ce qu'ils proposent. Ce serait peut-être plus pertinent pour toi que d'aller voir une agence, même si j'ai fait aussi des agences, Bubble. Et là, je me suis dit, j'ai déjà appris à coder. Ça m'a l'air d'être un langage différent mais accessible. Donc pourquoi pas le faire moi-même? OK. Et c'est comme ça que tu t'es lancé? Ouais, et je me suis dit, bah tiens, il y a un format qui est vachement intéressant, euh, qui permet d'avoir mon MVP à ce moment-là, alors que j'étais en plein dans ma période d'incubation. Je me rappelle du coup dans les incubateurs de start-up. J'étais avec l'incubateur de la Croix-Rouge pour le coup. Et c'était la période où il fallait vraiment passer à la réalisation du MVP. Et donc du coup, Ah d'accord, ça tombait pile en poil. phase en fait. Ouais. Et comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu es passé d'un stade où tu avais rien avant et au stade de MVP. Comment ils l'ont accueilli dans l'incubateur? Parce que du coup, il y avait d'autres, entreprises peut-être qui avaient utilisé du no code auparavant? Ou tu arrivé comme ça en disant: «Voilà, j'ai fait du Bubble» et ils ont fait, enfin comment ils ont réagi, quoi? Non, c'était complètement nouveau. Mais ils l'ont bien accueilli parce qu'en fait, si tu veux, ils avaient confiance. Ils sélectionnent beaucoup sur la confiance par rapport aux porteurs de projet. OK. Et moi, le projet était cohérent, était justifié, était argumenté. Donc derrière, c'était pertinent en fait de partir sur un développement en no-code. Et d'ailleurs, étant des incubateurs très sensibles au monde des startups, à l'itération des idées, ça faisait sens du coup de ne pas investir 40 000 euros dans une plateforme, alors que avec un MVP fait sur Bubble, on pouvait itérer beaucoup plus facilement et sans prendre de risques, quoi.
Ouais, c'est ce que j'ai remarqué quand on a fait l'intervention. Il y a beaucoup de curiosité, de choses cool sur le fait de effectivement, bah, en fait, on ce qu'on dit souvent, c'est on met le produit au centre et le produit, c'est pas forcément une brique technique. Le produit, c'est ce qu'on apporte. Ça peut être Mmh. technologique, ça peut être aussi un service, ça peut être aussi, enfin, le fond est important et c'est cool parce ils l'ont vraiment mis en avant dans le fait que finalement, la technologie est un médium qui fait qu'aujourd'hui, ça peut être une commodité, comme ça peut être quelque chose qui est central et on peut faire du no-code autant que du code, c'est pas gênant. Par rapport à ça, comment tu as vécu finalement le passage donc je sais que bon, dans le bootcamp, tu as vraiment un passage, entre la 1re et la troisième semaine. À quel moment tu as eu un déclic où tu t'es dit: «OK, je peux faire ma plateforme, c'est bon, je suis prêt» ou tu t'es dit genre en mode, à la fin du bootcamp, genre, «Bon OK, ouais, il faut retrousser les manches, j'ai pas le choix»? Tu as senti un déclic technique? De me dire que j'étais capable de la faire? Ouais, Heu, Déjà, je voyais pas les heures passer quand je codais, OK. et ça quand et ça vaut très cher parce qu'en fait, si tu veux, dans le code, je pouvais coder très, très longtemps, mais que sur certains langages. Il y en a d'autres que je pouvais pas supporter, Ah heu, OK. par rapport à quelle était la philosophie de programmation La quand tu développes syntaxe, tout le ça? produit. Ouais, la syntaxe, non mais en fait, quand tu observes le code, heu, en fonction des codes, tu as des philosophies de programmation qui sont différentes. La programmation orientée objet, enfin, je vais pas toutes les citer, mais voilà. Ouais. Et Bubble ont retrouvé un peu ce que j'aimais, c'est-à-dire, bah, pouvoir créer des blocs, pouvoir reproduire ces blocs-là, gagner du temps. Hem, le côté très accessible, mais en même temps très intelligent, de comment est structurée, la base de données Bubble. Il y avait plein d'atouts et je me suis dit, «Je vois pas le temps passer, j'apprends vite, je pense que je vais la faire, jusqu'au bout, quoi». OK. Mais par contre, ce que je savais pas, c'est que c'était quand même assez compliqué à prendre en main finalement, hein, parce que tu peux faire un MVP assez rapidement, mais quand tu veux faire un vrai produit fini, commercialisable, il y a quand même une petite step supplémentaire. Et ça m'a pris bien 2 mois après le bootcamp, 2-3 mois à bien comprendre, tout ce qu'il fallait mettre en place, quoi. Ouais, c'est facile de faire du sale, en fait. C'est en fait, c'est très Ouais, facile de très, faire quelque très chose facile. qui est et c'est d'ailleurs, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est qu'à vouloir aller trop vite, des fois, on peut faire mal et c'est ça aussi le paradoxe, et de se dire, «Attention, le no-code, c'est pas magique». Il y a l'apprentissage, surtout quand on se place du côté de la programmation visuelle, c'est que faire une application, ça se fait pas en 3 jours parce qu'il y a des logiques de programmation qui fait que, oui, on peut aller vite, mais il y a une réflexion à avoir. Et ça, c'est important d'avoir ces logiques-là. Et ça, si on se bat un petit peu et aujourd'hui, tu vois, ce qui nous fait peur, c'est que on avance toujours vers ce truc de toujours plus vite, toujours plus rapide. Tu sais, il faut que les gens ils savent tous les outils. Il manque l'usage de fond. Pour moi, aujourd'hui, c'est un Mmh. objectif. Et cet objectif, il y a des dominantes pour le réaliser correctement. Et c'est ça qui est important à penser. Et aujourd'hui, il ne faut pas faire des techniciens. Il faut créer des développeurs no code. Et pour ça, il faut avoir de l'expertise. Et l'expertise prend un peu de temps. Je Ouais, reviens sur mais la. Ouais, vas-y. je rajoute même que, moi j'avais conscience, au moment du bootcamp qu'il fallait pas se précipiter sur la réalisation de l'application si tu veux que ça marche. Ce que tu nous avais conseillé, c'était, de faire effectivement un MVP plutôt simple, parce que, quand tu es en apprentissage, bah, tu vas pas partir sur l'application de ta vie, je sais pas, j'ai envie de dire, voilà, le truc vraiment que tu vas gagner définitivement. Et moi, au contraire, j'ai voulu étoffer le truc pour anticiper les futures évolutions et pas être bloqué, Hmm. quand l'application va développer quand on va développer les futures fonctionnalités. Du coup, j'ai fait une base de données sans même m'y connaître, mais tellement compliquée, Ouf, ouais. parce que je voulais anticiper les futures évolutions, que ça m'a bloqué dans le développement. Ouais. Là, j'ai fait l'inverse du coup. Ouais. J'étais pas prêt à ce que la base de données Bubble ne supporte pas le fait qu'il y ait 100 objets différents, tu vois. Ouais, mais ça, tu vois, c'est un truc intéressant aussi, c'est que tu as les 2 cas. Tu as la personne qui fait du crade et la personne qui se bloque en essayant de faire quelque chose de très parfait au début et qui fait que ça avance plus parce que, bah, plus on met de choses, plus il faut rajouter des champs pour les rentrer, plus, bah, tout a un impact, en fait. Et nous, ce qu'on dit, c'est je pense que les méthodologies de création doivent évoluer. On a commencé à mettre un pied dessus, mais c'est pas suffisant pour moi. Je pense qu'il y a des choses à faire et que des choses qui vont avancer et pareil, le monde va s'y mettre au fur et à mesure, donc il faut poser certaines normes mais aujourd'hui, tu prends pas comme tu fais en code, le transfert en no code. En code, c'est normal de bien inspecter la base de données, de faire quelque chose de très propre parce que vu que la base de données, elle doit être, globalement, elle doit être intègre dès le début. Si tu la foires à un moment, bah, ton système ne marche plus.
En Bubble, c'est pas pareil. En Bubble, c'est des accès qui changent. Et donc, ça veut dire que tu peux enlever un lien sans que la base de données pète parce qu'ils ont très vite compris que un lien supprimé, c'est un delete, mais que la donnée existe toujours, mais elle n'est plus accessible. Et ça, c'est hyper intelligent parce que ça veut dire, et il y a un petit bouton d'ailleurs qui en dit long, c'est le wipe database qui fait que ça supprime les anciens liens et ça supprime aussi les sauvegardes qui justement conservent les anciens liens. Et donc ça permet de faire gagner de la performance. Par contre, ça évite d'avoir, t'as plus de restore. Par contre, le système fait que à aucun moment on ne perd l'intégrité de la base de données. Ça n'existe pas. On ne peut pas perdre ce lien-là. Et du coup, ça veut dire non pas que vous puissiez faire n'importe quoi, mais ça veut dire que très clairement, c'est pas catastrophique de faire évoluer sa base de données en direct. Ça n'empêche pas qu'il faut structurer les choses, mais effectivement, il faut mieux se mettre rapidement en selle et construire au fur et à mesure, et quitte à moins à refactoriser, c'est clair. Mais effectivement, il faut y aller. Il faut à un moment se lancer. Par contre, effectivement, c'est du MVP. Et je suis précis là-dessus. On fait du MVP d'abord. Ensuite, effectivement, on réfléchit à la V1. Et ce n'est pas du tout les mêmes conséquences et les mêmes envies. J'avance un peu parce qu'on passe sur l'heure. C'est quoi que tu as trouvé le plus dur finalement sur Bubble de manière globale, hein, pas uniquement dans la formation? Structurer la base de données, je pense. Ouais, C'est la partie des gros enjeux que je suis toujours en train de perfectionner actuellement. ouais, Maintenant, j'ai trouvé une logique qui fait que je pense que j'ai le bon équilibre entre trop complexe, pas assez complexe. ouais. J'ai trouvé un bon équilibre qui permet d'évoluer sans trop me prendre la tête et en même temps en anticipant certaines fonctionnalités. Mais ça reste quand même un enjeu. Là, je rencontre des difficultés sur les privacy rules, Enfin, juste avant. notamment les. Eh oui, bah oui, j'ai bien vu, j'ai bien vu. Mais il y a un vrai enjeu parce que quand tu fais du basique, ça va. Mais quand tu commences à avoir différents niveaux d'accès, à la fois, moi pour mon équipe, hein, côté administrateur, différents niveaux d'accès côté utilisateur entreprise. Mais moi, j'ai aussi d'autres parties qui prennent part à la plateforme, donc des partenaires ou des conseillers, qui ont eux-mêmes différents niveaux d'accès. Là, ça devient très vite compliqué et il faut trouver des astuces. Ouais, et surtout, c'est vrai que le faire après, ça peut risquer d'être bloquant à 2 niveaux. C'est autant au niveau de l'accès par rapport à tel ou tel utilisateur qui n'aurait plus ces accès parce que, bah, tu as une permission qui entre en incohérence avec une autre condition, mais aussi en termes d'accès à la donnée pour le système en lui-même. Et donc dans ces cas-là, il se peut qu'un utilisateur ne retrouve plus l'accès complètement, même pas à l'accès en lui-même, mais l'accès à la donnée parce que, bah, à un moment, il y a une permission qui entre en action alors qu'elle ne devrait pas. Et ce qui est particulier, c'est que tu as aucun moyen de le vérifier au niveau du débugger encore. C'est-à-dire qu'une donnée qui est vide, à part savoir qu'elle est nulle, donc elle est vide, elle est Mm. empty, tu n'as aucun moyen de le savoir au niveau du debugger que c'est une privacy qui bloque ça. C'est pas très bien fait ça encore. J'espère que ça va évoluer dans les prochains temps d'arriver à détecter quand c'est une privacy qui s'exécute. Parce que je pense que ça peut être su en plus, parce que c'est ce qui réduit la query, donc on sait que c'est à l'origine, et qui permettrait de savoir à quel moment ça bloque ou pas. Mais voilà, je pense que ça va évoluer. En tout cas, c'est vraiment ça. Et par contre, le fait effectivement de le faire, c'est très très important, le plus rapidement possible. Bubble, tu as testé d'autres outils? Excuse-moi, je t'ai perdu. À Tu m'as dit part quoi? d'autres, à part Bubble, tu as testé d'autres outils? Si oui, lesquels? En outil no-code, Ouais, euh, j'ai utilisé du coup Doric. J'ai fait un de mes sites avec. Tu parlais tout à l'heure des sites qui pouvaient identifier certains outils no-code comme étant dangereux. Bah, pour le coup, moi, ça me l'a fait avec LinkedIn. Quand je partageais mon lien de mon site fait sur Doric, LinkedIn bloquait mon site. ah! Ouais, étonnant. Bah, Et c'était à cause du SSL, des trucs comme ça ou carrément pas? bah, j'ai carrément contacté l'équipe et ils m'ont dit que c'était parce que le sous-domaine était Doric et qu'il fallait que j'achète mon propre nom de domaine. Ah oui, d'accord, OK. Ouais, tu vois, ça veut dire que LinkedIn a quand même identifié peut-être des sites frauduleux faits sur Doric, donc je sais pas. Mais voilà, il y a ça. J'ai testé Airtable. C'est avec ça que je faisais mes premiers. C'était un peu mon MVP intermédiaire entre le tableau Excel et la Ouais, plateforme Bubble. Parce que du coup, tu peux générer des rapports avec Airtable oui. euh, via un plugin. Et du coup, bah, je rentrais toutes mes données sur Airtable et ça me générait un petit rapport que je pouvais envoyer à l'entreprise. C'est comme ça que j'avais testé au début mon Ah mais modèle. Airtable, c'est très, très, très bien honnêtement. Alors Moi, ça ça fait évolue partie, depuis, hein. des 2 C'est- outils qui sont des à mon avis, des outils de productivité qui vont remplacer la bureautique actuelle. Remplacer le Google Doc ou même le Mm, Word ou le Excel. Mais pour moi, ce sont des outils qui vont être essentiels, qui sont pas très compliqués à prendre en main, mais par contre sont extrêmement puissants à différents niveaux. Comme un peu Excel et le VBA, tu vois, c'est plus tu montes en ouais, niveau, ouais. plus tu arrives loin. Après, je pense pas que ça nécessite forcément une grosse formation, hein, qu'on n'est pas sur 2 mois, tu vois. Mm. Mais par contre, aujourd'hui, on est dans une ère où je trouve qu'on est de plus en plus dans la database, tu vois. Et pour moi, Airtable, Notion et Zapier, par exemple, tu vois,
ce sont des outils qui, d'ici 5 ans, deviendront peut-être indispensables C'est dans possible. tout emploi, tu vois. Mais il y en a plein Euh, qui les utilisent déjà. Mais moi, au moment où j'ai commencé à utiliser Airtable, j'ai une phobie. C'est les coûts cachés. ah ouais. Et c'est les coûts cachés. Et donc, quand j'ai commencé à utiliser Airtable, j'ai bien vu que ça allait être limité si je le reliais pas à d'autres apps. Et Qu'est-ce qui permet de forcément, relier Airtable avec d'autres apps? le prix est de 24 $ Euh, par utilisateur. Il y a l'abonnement Airtable, mais il y a aussi tout ce qui est en lien avec Zapier. Et Zapier, pour moi, j'ai pas supporté de voir des crédits euh, quand je faisais mes simulations en me disant, bah, si j'ai tant de personnes qui utilisent ça, ça va utiliser tant de Zap, etc. Et j'ai bien que la facture allait monter. Je me suis un peu éloigné de ça. Alors ça, c'est sûr que c'est l'inconvénient du modulaire, c'est que c'est accessible, mais ça peut très vite être cher parce que chaque outil a son propre pricing et qui s'est basé sur deux choses, hein, c'est la volumétrie ou les accès. Donc plus tu as de C'est ça. fonctionnalités volontaires et plus tu grossis, bah, plus ils grossissent avec toi. Ou l'inverse, hein, tu as un gap de passage qui fait que même si tu fais pas de business, bah, tu peux et tu dois parfois payer avant. Ça peut être très très chiant, ça c'est clair. Après, c'est vrai que l'intérêt c'est d'aller plus vite que la normale. Voilà, après, il y a des outils comme Make, mais je pense que le business model commence à évoluer parce que Make, tu vois, qui était l'ex-Integromat, commence à évoluer sur ses prix aussi. Donc, il y a des choses qui se mettent à changer pour plus de Mm, simplification, mais mm, du coup, cette simplification a un prix aussi. Et ce prix-là, ben, c'est en gros, tu codes pas, donc on te taxe plus parce que c'est plus simple. mm, mm, Et si tu veux mettre du NVTen en place, ben là, il faut payer. Enfin, faut pas payer, mais du coup, c'est l'open source, mais donc il y a une logique. Enfin, c'est toujours cet équilibre-là, en fait. Plus tu es technique, moins tu payes mm. finalement. Et du coup, Ta vision, en plus. J'ai trouvé dans Bubble un équilibre entre, voilà, je peux développer mes fonctionnalités, il y a pas mal d'options qu'on peut rajouter, et en même temps, bah, c'est centralisé en un endroit, et je sais que j'ai mon abonnement à payer, et c'est tout, quoi. Ah oui, et du coup, ah oui, ça c'est vrai que finalement, tu peux utiliser les API pour faire les systèmes d'automatisation et tu as plus besoin de Bah, Zapier moi, pour ça, je fais quoi. toutes les API, ouais. Mm. Ah bah c'est parfait. Ouais, effectivement, les API, c'est l'équivalent des plugins, mais il y a des plugins qui sont accessibles directement depuis la plateforme, mais aussi des API qu'on peut connecter si le plugin n'existe pas, et donc tu peux relier plein d'outils tiers. J'explique à la communauté un petit peu, pour ceux qui ne seraient pas au courant. J'ai enfin une question, j'ai deux questions vraiment que je vais rassembler, parce que je pense que c'est un peu de l'ordre de la même chose, et je voulais arrêter l'émission à 20, mais c'est super intéressant. C'est toi, ta vision du no-code, en tout cas tes pronostics sur le futur du no-code. Je sais pas moi, à l'horizon 3 à 5 ans, ce serait quoi? Bah, je pense que ça va. Je pense que en fait, si tu veux, dans l'histoire du code, t'as toujours eu des surcouches, en fait. T'as eu le code bas niveau, avec les cartes électroniques, t'as eu une surcouche ensuite avec la programmation système, hein, comment créer le système d'un ordinateur, d'un téléphone, etc. T'as eu des surcouches avec les logiciels pour programmer les différents niveaux de code. Donc t'as des couches qui se rajoutent comme ça. Pour moi, c'est la surcouche en fait naturelle. Et en fait, plus on monte en couche, moins il y a de gens qui utilisent les sous-couches. Donc pour Ouais. moi, ça va être une couche supplémentaire qui va être utilisée massivement. Et le code sera réservé aux entreprises qui font du no-code, qui codent des plateformes no-code. Ok. Et donc tu penseras plus, enfin, ah, et il y aura, tu penses quand même qu'il y aura un moment il restera des développeurs sur certains sujets ou ce serait vraiment réservé à la création d'outils spécifiques type no-code? Ah bah le code sera toujours utilisé, mais plutôt sur les sujets très tech. Ouais, ouais. Je Voilà, un partage. business n'a pas forcément besoin d'avoir un développeur, en fait. Ouais. N'importe quel business n'aura pas forcément besoin d'avoir un développeur, ce qui était le cas il y a quelques années. Là, aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir un développeur pour monter ton business, à part si ton business vend de la tech. On est bien d'accord. Je pense qu'effectivement, on est en train de passer au stade où le no-code n'est plus une voie temporaire. Parce que je l'entends, parce qu'aujourd'hui, on fait le tour des Bah oui, investisseurs, oui. on l'entend. Mm. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et aujourd'hui, quiconque peut nous demander et demander des preuves. Bah, en Dinéo, on est la preuve. Aujourd'hui, toi, ta valeur ajoutée, elle n'est pas tech. C'est un point d'entrée. C'est quelque chose qui est central dans ton business, mais ce n'est pas le plus important qui nécessiterait de gérer une flotte de X développeurs. Au contraire, c'est aujourd'hui ton besoin, c'est d'être agile par rapport à tes clients. Et pour ça, le no-code fait bien le taf. En fait, Bubble fait bien le C'est taf. ça, c'est ça. C'est génial. Bref, c'était le mot de la fin. C'est ce que tu voulais Alors, entendre. ouais, mais non, c'est pas ce que je voulais entendre. C'est qu'aujourd'hui, si tu préfères, il y a un vent qui souffle, qui est en train de dire, effectivement, tu vois la situation post-Covid. Bon, post-Covid, après, maintenant, on va arriver dans la situation pré-guerre. On est dans une situation où il y a, au niveau du boulot, ça reste compliqué. Les gens ont envie d'indépendance, mais il y a une incertitude. Il y a des gens ont envie beaucoup de se lancer parce qu'ils se disent, bah, globalement, c'est maintenant ou jamais.
De l'autre côté, tu as des coups quand tu entends encore des vieux discours qui mettront du temps à être enlevés, mais sur le côté, il faut de la tech, il faut des agences, il faut de l'argent pour ça. Donc, on en revient toujours au même triptyque, hein. C'est OK, tu veux de la tech, il faut de l'argent. Si tu veux de l'argent, il faut monter un dossier. Si tu veux monter un dossier, il faut prouver tes. Enfin, tu sais, tu as toujours un truc au final où soit tu perds beaucoup de temps, soit tu perds beaucoup d'argent. Aujourd'hui, avec le no-code, tu peux aller vite sur quelque chose où bah, c'est pas grave si tu n'as pas prouvé ton business, tu sais, as fait un test. Et je pense que même au niveau plein de matières, genre PM ou quoi, tu vas pouvoir te lancer rapidement parce que aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas que tu aies raison, c'est que tu lances quelque chose pour peut-être le modifier jusqu'à ce que tu aies raison. Et c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et donc, on est en train de changer, à mon avis, de sens sur les choses et le no-code apporte vraiment un vent de fraîcheur pour toutes les choses où il n'y a pas besoin d'argent pour le faire, il y a juste besoin d'avoir un peu d'huile de coude, peut-être de se former avec une formation ou pas. Après, effectivement, ça dépend du niveau, mais aujourd'hui, je dirais que même quelqu'un qui veut se lancer seul, sans formation ni rien, il peut le faire. Ça va lui prendre du temps, mais s'il a le temps, il peut le faire. C'est ça qui est fou. Et moi, je compare un peu Bubble à Photoshop pour les designers. T'as ceux qui vont utiliser les logiciels graphiques voilà, en ligne, un peu basiques, et t'as ceux qui vont se mettre à Photoshop, qui est plus perfectionné. Mais je sais pas, moi, il y a 10 ans, Photoshop, c'était utilisé que par des professionnels. Enfin, j'ai pas de date hein, exactement, mais en gros, avant, Photoshop, c'était vraiment utilisé que par des studios graphiques. T'avais que des pros d'affiches de cinéma qui faisaient ça. Ensuite, ça Mm. s'est démocratisé, tout le monde a comment, enfin, d'ailleurs, ça s'appelait pas Photoshop avant, tu vois, c'était des logiciels dédiés aux créateurs dans les entreprises de création. Ouais. Ensuite, il y a eu des logiciels qui sont sortis comme Photoshop qui ont rendu accessible la création de design à la maison. Et avec Internet, tout le monde a pu se former avec des tutos. La Bubble, c'est un peu l'équivalent de ça, mais pour le no-code, quoi. Ouais, c'est une belle métaphore. Je pensais plus à WordPress en termes de plus accessible, tu vois. Mais ouais, c'est Non, c'est- c'est Photoshop, pour l'idée. moi, ça image bien parce que tu peux pas créer quelque chose sur Photoshop le jour 1. Il faut que tu te formes un minimum. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. J'avoue, je vais la Pour garder moi, celle-là Bubble, aussi. c'est le Photoshop du code, en fait, tu vois, parce que tu dois regarder des tutos, tu dois te former Attends, je vais la noter celle-là. pour Le l'utiliser. Photoshop du code. Le Photoshop du code. Je la garde parce que c'est hyper intéressant ce genre de métaphores pour bien les expliquer. Merci beaucoup Robin. Si vous voulez retrouver l'actualité, donc Robin66 sur LinkedIn, Andineo aussi sur LinkedIn, je pense que ça peut être très intéressant de te suivre sur les réseaux. Donc n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Et nous, on vous laisse sur le jingle. Attention, Ciao, 3, ciao. 2, 1. Putain, encore, voilà, je fais le jingle, pardon.